You scared the cuss out of us. Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. The human race is filled with passion. Salut, c'est Elia et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Et je suis toujours avec Maxou. Salut. Comment ça va, Maxou ? Bah écoute, ça va bien, tranquille. Ouais. Ok, super. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer par parler d'un film. Et on va parler de la famille Tenenbaum. Now, for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof. I hear you're dying. Oh, how long are you gonna last? A month, a year? I've got 6 weeks to set things right. I want this family to love me. Right, Lisa. You know who I am? I'm your granddad. His name is Royal Tenenbaum. You told us he was already dead. C'est une comédie dramatique sortie en 2001, réalisée par Wes Anderson, qui est un réalisateur qu'on adore tous les deux, qui est marqué par un style très particulier qu'on connaît surtout pour ça, que vous connaissez peut-être pour The Grand Budapest Hotel ou pour Asteroid City qui est sorti très récemment. Donc, dans ce film, nous retrouvons Owen Wilson, Ben Stiller et Gwyneth Paltrow pour en citer quelques-uns parce que le casting de ce film est quand même très riche et c'est aussi très caractéristique des films de Wes Anderson. Donc pour faire un court résumé, on suit la famille Tenenbaum et dans cette famille, tous les enfants sont des génies dans des domaines différents, que ce soit le tennis, la finance ou encore le théâtre. Et on commence à suivre cette famille après le divorce des parents, donc Etheline et Royal, qui sont tous les deux très atypiques. Et c'est une sorte d'analyse du divorce des parents sur les 3 enfants des années après l'événement. C'est ça. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé, Max, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce qu'il faut, dans le contexte, pour être remis dans le contexte, Wes Anderson, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui compte beaucoup dans notre filmographie et notre cinéphilie. Et c'est son 3e film, donc c'est ses débuts à peu près en tant que réalisateur. Et je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit surtout dans le style, parce que Wes Anderson, c'est un réalisateur très atypique, qui a un style vraiment précis à lui. Et je trouve que dans ce film-là, il arrive vraiment à trouver sa patte à lui sans être autant toujours dans l'excès, mais c'est vraiment celui où il a trouvé vraiment ce qui lui plaisait comme cinéma, je trouve. C'est vrai, je suis d'accord. C'est un peu là où il commence à vraiment pousser son identité, à se dire c'est vraiment ça que je vais faire. Ouais. Et, surtout son style graphique de ses plans très symétriques, de ses zooms très mécaniques, etc. Pour situer encore plus le cinéma de Wes Anderson, c'est vraiment un cinéma qui est très rétro, vintage, marqué par les années 70, qui est la décennie dans laquelle il est né. Ouais. Donc ça l'a marqué, je pense, vraiment dans son identité. On a une saturation des couleurs avec vraiment des couleurs très 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 vives à des endroits vraiment très marquants, que ce soit dans les costumes, les accessoires, mais aussi dans les fonds et dans les décors. On a beaucoup de color blocks qui sont des carrés de couleurs dans les scènes qui servent à créer des perspectives, pour séparer des actions sur le même plan. Il y a tout un travail dans le décor et le décor va venir aussi apporter des éléments d'histoire. C'est ça qui est intéressant aussi. Et en style de caméra, on a beaucoup de travelling latéraux, donc c'est un balayage du décor où le fait de suivre le déplacement d'un personnage, ça c'est très très marquant dans son cinéma. Et ça reste globalement du coup bon enfant par les décors et tout ça, mais comme on va le voir dans La famille Tenenbaum, on aborde beaucoup de sujets très 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 sérieux. Celui-là, c'est un des plus matures, je pense, de films de Wes Anderson, comparé à d'autres qui sont beaucoup plus enfantins et beaucoup plus qui racontent pas grand-chose. Là, il y a vraiment une vraie morale, des vrais thèmes forts qui sont, je pense, très imprégnés de sa vie lui-même, de sa vie personnelle, pardon. Je suis trop d'accord. Mais en plus, ça se remarque vraiment avec les personnages qui, je trouve, sont extrêmement bien construits dans celui-là particulièrement, où ils sont très complets, très marquants, et en fait,
déjà, les trois sont frères et sœurs. Et c'est très intéressant de les suivre et de voir leurs points communs et comment ces points communs vont s'articuler dans Ouais, leur vie complètement. de différentes manières. Parce que c'est tous des génies et ils ont du mal à gérer ce génie et cette popularité. Ouais. Ils ont tous une expérience très atypique, des sentiments très marqués et un sentiment d'échec très croissant qui vient vraiment prendre le dessus dans tout le film, quoi. Ouais, c'est des personnages assez complexes qui sont vraiment bien développés, que ce soit donc dans le temps ou entre le lien entre eux. Ouais. Ça, c'est vraiment super. C'est aussi, il faut le dire, c'est le début d'une trilogie de Wes Anderson, qui est la trilogie sur la famille, qui est assez courante. Donc c'est Famille Tenenbaum, La vie aquatique et Darjeeling Limited, pardon. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que les trois sont géniaux, hein. J'adore La vie aquatique et tout ça. Mais la famille Tenenbaum, c'est vraiment genre le plus sombre quand Ouais, même. complètement. Même si les autres sont quand même sombres, hein, c'est vraiment caractéristique de le contraste entre les décors, les accessoires, les personnages Oui. loufoques et les thèmes abordés. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc très deep dans celui-là. Et même dans les personnages, je trouve que c'est hyper intéressant le moment à partir duquel on commence à les suivre, parce qu'ils ont la trentaine, et que c'est un âge où tu fais vraiment un bilan. Un bilan sur ta vie, ouais. Un bilan sur ta vie, et où t'es plus un enfant, et eux, vu que c'était des génies, avant, ils pouvaient juste, gagner aux échecs, et c'était impressionnant, et tout le monde était content, alors que là, il faut gagner ta vie, avoir des projets, et ça fout encore plus la pression. Puis c'était des pourris gâtés aussi, il y a aussi la conséquence du traitement de leurs parents, c'est vrai. Et ce que tu dis sur le fait que ce soit le film de Wes Anderson le plus sombre, je pense que ça joue aussi avec la figure paternelle, qui est celle la plus complexe et la plus dure. Mhm. Dans tous ces films qui sont liés à la famille, il y a toujours une figure paternelle assez complexe, notamment Bill Murray dans La vie aquatique. Ouais. Mais celui-là, déjà, il est joué magnifiquement bien par Gene Hackman, mais c'est vraiment un personnage hyper complexe et grave intéressant. Carrément, et puis tout ce qu'il va faire dans le film va engendrer des conséquences, donc c'est vraiment un peu le conducteur du film. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est encore plus intéressant d'avoir ce genre de personnage très atypique à la tête du déroulement du film. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, et non, tu le détestes beaucoup, mais en même temps, t'essayes un peu de te mettre à sa place. Et en même temps, il est attachant quand même. Il est quand même attachant. Des fois, t'as un peu de pitié pour lui. C'est quand même comme chacun des personnages qui sont tous détestables à un moment parce que pris dans leur propre engrenage. Et en même temps, ils sont tous hyper attachants. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est des personnages tous vraiment détestables, mais en même temps très attachants. Ouais. Et le film, et en même temps, je pense que la manière de filmer ces personnages-là se font les aimer aussi. La construction du film est déjà la très importante, parce que il commence par une sorte de prologue où on a un flashback introductif de chacun des enfants, des trois enfants. Et c'est intéressant du coup d'avoir une sorte de foreshadowing un peu de leur solitude dès le début. Oui. Et du coup, ça permet encore plus de t'attacher à eux, parce que tu sais d'où ils partent et que dès leur enfance, on leur a mis une sorte de petite pression aussi. Complètement. Et puis ce prélude aussi, ça permet d'avoir l'usage d'un vrai narrateur, et c'est toujours quelque chose d'important dans les films de Wes Anderson en vrai. Ouais. Beaucoup. Et celui-là est vraiment super. J'adore les narrateurs dans ce film. Ouais, c'est vrai, c'est trop agréable. C'est ce qu'on en parlait dans l'épisode sur Amélie Poulain, justement. Oui. On avait aussi. Mais on disait que c'était souvent casse-gueule. Ouais. Mais que. Quand c'était bien, quand c'était utilisé vraiment bien, ça avait un vrai bête d'effet, quoi. Et là, en vrai, on peut pas faire sans un narrateur souvent, je trouve, dans les films de Wes Anderson. C'est vraiment. Oui, parce que en fait, les personnages de Wes Anderson, souvent, ils parlent pas de leurs émotions, même si t'arrives à les voir. Complètement. Et du coup, on a beaucoup de. Le narrateur nous aide un peu à. Ça rend le film hyper explicite. Ouais, et très immersif, du coup. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, je suis d'accord. Autre élément marquant de la construction du film, on a aussi le fait que le film soit marqué par plein de petites scénettes
En fait, il y a très peu de longues séquences. Enfin, tu vois, on passe beaucoup d'un personnage à l'autre. Ah oui, Et du coup, je trouve ça très intéressant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je trouve ça super cool comme expérience, comme pour toi comme spectateur. Mais en même temps, hyper cool pour comprendre le film, quoi, tu vois. Parce que c'est vraiment une famille qui est marquée par chacun des ouais. personnes. Bah, en fait, le moment, enfin, les différents moments où tu vois les différents points de vue des frères et sœurs, Mhm. tu les vois s'accumuler jusqu'au moment où ils se rassemblent dans la maison, en fait. Oui, c'est ça. Mhm. Et du coup, t'as un peu deux parties dans le film où t'as vraiment genre bam, 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 plein de petites scénettes. Et après, éléments qui les font tous se rassembler. Ouais. Mais même là, je trouve que t'as pas mal de... Ah ouais, complètement. T'as une fragmentation qui est un élément phare du burlesque qu'utilise beaucoup Wes Anderson et En fait, il y a une sorte d'accumulation de détails. Tu sais, il y Oui. a plein de détails partout. Tu sais, je pense à une scène où il y a deux personnages qui discutent et il y a ouais, donc il y a deux personnages qui discutent et il y a une personne qui les écoute dans le fond. Donc c'est pas central parce qu'il est un peu flouté et il va rapporter à quelqu'un ce qu'il a entendu. Ah oui. Et tu vois, c'est plein de petits trucs, plein d'objets de décor qui sont parsemés, tu vois. Et du coup, en fait, toi, en tant que spectateur, t'as peur de louper quelque chose d'hyper Mhm. important. Et du coup, je trouve que c'est bien pour capter ton attention, tu vois. Bah, ça prouve un peu la construction des films et les détails et la psychopathie de Wes Anderson, en fait. Oui, Il est c'est vrai. complètement maniaque. Bah oui. Mais c'est vrai. Et puis ce truc de petites scénettes et tout ça, ça joue de ouf dans le montage du film, Mhm. qui est trop bien rythmé, tout ça. Notamment par le film est découpé par chapitres. Ouais. Et j'adore parce que il y a donc l'écran où il y a écrit le nom du chapitre, Mhm. etc. Et ça fait comme un chapitre de livre. Et donc t'as le numéro du chapitre, le titre, je sais même plus si c'est Ouais. un titre, mais voilà. Et en bas, t'as comme si c'était un livre en fait, sauf que c'est vraiment le scénario du film où il y a écrit genre Royal Tenenbaum Oui. entre dans l'hôtel. Et pile après, t'as la scène où il Ouais. entre dans l'hôtel. Ça, c'est Je trouve incroyable. ça trop bien. C'est des détails, comme tu disais, Ouais. trop cool. Mais c'est cool. Et en plus, ça, on le retrouve beaucoup Ouais, dans le cinéma de Wes Anderson, bah parce que ouais, dans dans Asteroid Budapest. City, bah oui, Et Asteroid City aussi. parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps au cinéma, du coup, mais et c'est ça qui est hyper cool, c'est parce que du coup, quand t'es habitué aussi à son film, t'as aussi des éléments des éléments que tu retrouves et qui du coup te créent un certain climat de, tu sais, c'est un Ouais, peu c'est chaleureux, confort quoi. et tout ça. Ouais, Ouais, complètement. grave. Complètement. Bah, aussi, notamment dans l'humour, en vrai. Oui. Qui est toujours grave présent dans les films de Wes Anderson, notamment par son rythme qui est souvent décalé et du coup, souvent par le décalage. Ouais. Oui, les blancs, les silences et Ouais, tout, exactement. c'est ce qui me fait le plus rire, je pense, dans son cinéma. Exactement. Et, et même l'accumulation d'anecdotes, tu sais, de trucs où en vrai on Ouais. s'en fout un peu, mais du coup ça aide vraiment à t'attacher au personnage. Je trouve ça trop Ouais, cool. et je trouvais que là, que c'était un humour un peu plus réfléchi que d'autres films de Wes Anderson qui jouent plus par l'absurde. Ouais. Là, je trouvais qu'il y avait plus de trucs un peu plus intellectuels, Ouais, c'est etc. vrai. Qui est un peu inclus dans toute l'ambiance du film, Ouais. qui est quand même plus réfléchi et mature que d'autres, comme on C'est disait. vrai. Et puis, en plus, il y a des choses qui semblent anecdotiques, mais qui le sont pas parce qu'on y revient dans la deuxième partie du film. Par exemple, il y a un des personnages qui a une blessure. Et en fait, on te montre la blessure et on sait pas trop pourquoi. Donc, on pense que c'est un détail random, un peu comme ça. Et en fait, dans la deuxième partie, on t'explique pourquoi cette Ouais. personne-là a été blessée. Et ça sert vraiment à des fins de dévoilement progressif, comme si on était vraiment dans la vie de quelqu'un et qu'on en apprenait petit à petit sur sa vie. C'est pour ça que je trouve que le film, c'est un des films de Wes Anderson les plus attachants. Parce que tu t'attaches Ouais. vraiment trop aux personnages et à leur histoire en vrai. Et notamment grâce à ça. Ouais, Parce ouais. qu'on peut, là, je pense que tu parles du personnage de Gwyneth Paltrow. Ouais. Mais on peut parler du personnage de Luke Wilson aussi, où Oui. tu comprends pas pourquoi il a un profond malheur et tu comprends au fur et à mesure. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qui est très cool parce que, en fait, c'est un équilibre entre on te bombarde de beaucoup d'informations, mais on t'en dévoile petit à petit. Ouais. Donc c'est ça qui est, Ouais. c'est Après, un bon équilibre, je trouve. Oui, après, je trouvais que le début, on nous donnait beaucoup Bah d'informations au ouais, début. ouais. Mais tu t'en remets après ça. Ouais, ça va. Bah, encore une fois, pour en reparler, c'est un film qui est hyper marqué par le style visuel.
Et comme tu disais, c'est vraiment un des premiers où on a vraiment une identité Ouais. encore plus poussée, tout en restant dans le réaliste quand Ouais, même. et c'est ça que je trouve bien dans celui-là, parce que pour ceux qui ont déjà vu des films de Wes Anderson, mais pas celui-là, par exemple, moi j'avais commencé avec Budapest, enfin de Grand Budapest Hotel, celui-là il est vraiment dans la caricature la plus Ouais. extrême du style de Wes Ouais, Anderson, ouais. Et, euh, et là je trouvais ça super bien d'en avoir un avec le style de Wes Anderson, mais plus soigné quand même. Bah, c'est ça. Et puis le film, il est tourné à New York, donc pas dans des studios pour la plupart des Ok. scènes, mais c'est un New York qui est reconnaissable, mais de très loin. Tu vois, t'es en mode ah, on Ouais, dirait New York, tu ouais, vois. c'est vrai. Donc c'est à la fois réaliste, mais en même temps hyper romancé et hyper approprié au ciné Wes Anderson, quoi. Mhm. Et bah voilà, on a toujours des décors super cool avec des éléments très atypiques, des symétries utilisées, des couleurs, des accessoires. Enfin, vraiment, c'est ça aussi qui peut te faire apprécier le cinéma de Wes Anderson. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce film-là, par rapport au scénario et au personnage. Je l'aime beaucoup et on en a parlé, on en a beaucoup parlé. Mais il y a un personnage que je ne supporte pas, c'est le personnage de Ben Stiller. Et je n'arrive pas à trouver quelque chose d'agréable chez lui, même si, pareil, on trouve des explications à toutes Ouais. ces failles, etc. Mais quand même, je le trouve trop détestable et je trouve que c'est un élément en plus du film qui m'a un peu saoulé. Genre, je me disais, on aurait pu se passer de ce mec-là. Je suis assez d'accord avec toi et j'ai du mal à trouver de contre-arguments. Mais en même temps, mais en vrai, je suis quand même pas d'accord avec toi parce que, enfin, déjà, ses enfants, c'est mignon, tu vois. Oui, oui, d'accord. Il apporte quand même des trucs et je sais pas. Moi, il m'a saoulé. Moi, je me suis dit que c'était à ce moment-là où 3 enfants, ça faisait trop, et que voir le point de vue de tous ces enfants-là, c'était trop, et que celui-là était chiant, en tout cas. C'était un Ouais. peu le truc en plus qui est, genre, la fin, quand je me suis posé un peu en réfléchissant sur le film, je me suis dit que j'étais pas vraiment satisfait d'avoir vu son évolution et tout ça. Parce qu'ils évoluent tous, ils ont tous beaucoup d'enseignements Mhm. à avoir par rapport à toutes les péripéties de ce film, mais quand même, celui-là, bon. Bah, après, enfin, c'est aussi, ça reste réaliste, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Des fois, il t'arrive des épreuves et t'en ressors grandi, et d'autres, ils vont vivre les mêmes épreuves et ils vont rester pareils, Puis hein. après, c'est personnel en vrai, parce que ça se trouve, il y a des gens, ils vont détester le personnage de Gwyneth Paltrow, alors que Oui, moi, je l'adore. mais Moi, je le tu trouve vois. trop cool. Oui, mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que du coup, chacun va s'approprier un personnage selon le reflet qui peut être de nous, tu vois. Ouais. Ou pas, hein, ou juste, je sais pas, il y a eu un petit écho qui s'est créé, mais même minime, Mhm. et du coup, tu vas plus t'attacher à tel personnage plutôt qu'à un autre. Mhm. Mais non, je trouve qu'il a quand même son univers, et je trouve ça quand même intéressant. Et je trouve ça quand même sympa d'avoir un personnage qui te casse les couilles, tu vois. Genre Oui. vraiment, oh, frère, c'est bon, t'es là, t'es Oui, relou. il est trop chiant. Ouais, il est mais trop non, chiant. mais je suis d'accord, hein. Mais je le trouve pas inutile pour autant, et je trouve qu'il a quand même sa part à jouer dans l'histoire. Ouais. Mais ce qui joue aussi, je pense, c'est parce que lui, il a pas eu le droit à sa scène un peu intense du film. Il y a plusieurs scènes assez intenses et Ouais. qui jouent beaucoup dans le film. Et il y en a, enfin, je pense à 2 scènes, et les deux, il y a Luke Wilson, pardon, impliqué dedans. Donc il y a une scène d'énorme désespoir, et il y a une scène de romance qui est hyper particulière. Et Ouais, ces 2 scènes sont très intenses, très rares dans les films de Wes Anderson en vrai. c'est vrai. Surtout la scène de désespoir, Mhm. et le montage est génial de ça dans cette scène. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins été marqué, parce que du coup ce personnage-là et le personnage de Gwyneth Paltrow, c'est 2 personnages qui m'ont vraiment marqué. Mais c'est hyper intéressant que t'en parles de la scène de désespoir, parce que je trouve que c'est une scène qui est typique pour illustrer le film avec le mélange entre le loufoque et le sérieux, parce que Mhm. pendant cette scène-là, il y a une musique, tu vois, qui vraiment contrebalance le tout et qui du coup te fait pas prendre la scène trop au sérieux, mais en même temps ce que tu vois c'est quand même hyper Ah, grave. moi je trouve que ça accentue Tu la trouves? scène, ouais. Je sais pas, moi je l'ai plus vu en mode, tu sais, genre vraiment contrebalancé, en mode... Enfin, je sais Mais pas... justement, c'est ce contraste qui est un peu effrayant, du coup, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord, parce que du coup, t'as du mal à cerner un peu ce qui va se passer, et t'es en mode, bah non, mais enfin, Mhm. tu sais, ça va pas être grave et tout. Mhm. Et finalement, ça l'est, tu vois. Et du coup, ouais. Mais du coup, ouais, les musiques utilisées dans dans ce film-là, Mhm. c'est des musiques très années 70, Ouais.
très dans le rock et tout ça. C'est une BO assez particulière parce que il y a vraiment beaucoup de classiques du rock américain qui sont utilisés là-dedans. Il y a Hotel California, il y a Hey Jude et tout ça. Il utilise vraiment plein de rockers américains très connus, du Bob Dylan, du Elliott Smith, etc., pour créer vraiment un sentiment de nostalgie des années 70, comme on le disait. Et ça, c'est un truc qu'on voit rarement enfin, beaucoup moins, en tout cas, c'est celui où on le voit le plus. C'est ce que j'allais dire. L'utilisation de la musique aussi intense, Ouais. c'est rare dans les films de Wes Anderson. Bah, c'est vrai qu'on n'est jamais marqué par une utilisation de la musique folle, tu vois, là où d'autres réalisateurs vraiment s'approprient une musique et articulent leur film autour de musique. Là, je trouve que normalement, dans le cinéma de Wes Anderson, c'est pas le cas. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était utilisé et que c'était bien utilisé, quoi. Mais en fait, souvent, les musiques dans les films de Wes Anderson, c'est fait juste pour accompagner un peu son style, tu vois. Oui. Des musiques un peu goofy et tout. Bah forcément. Beaucoup dans The French Dispatch et tout ça, ceux qu'on utilise pour refaire son style et tout. Mais là, c'est vraiment des musiques... Ouais, oui, parce que même si vous êtes beaucoup sur TikTok et tout, avec la traîne de recréer des trucs de Wes Anderson, vous avez une musique en tête. Mais c'est vrai que là, c'est... Bah déjà, c'est des musiques... Enfin, c'est des chansons, quoi. C'est pas, c'est pas des instrumentales. Et en même temps, c'est vraiment... c'est pas en fond, quoi. C'est utilisé vraiment principalement et c'est assez surprenant. Principaux personnages du film, ouais. Pour ajouter, pour vraiment installer le personnage dans une vraie nostalgie, quoi. Ouais, je trouve que du coup, ça le démarque quand même un peu des autres. Ouais, Et c'est super intéressant. C'est pour ça aussi, je pense qu'il est très apprécié par beaucoup. Je sais que c'est un des vraiment appréciés par certains, qui est vraiment le Wes Anderson préféré des gens et tout ça. Et c'est aussi pour ça, je pense. Ouais, c'est Parce vrai. qu'il dénote un peu des autres et qu'il est très attachant. Et là où tu pourrais te dire que c'est où il y a très peu de prise de risque, ben finalement quand tu t'y penches, il utilise des procédés qu'il n'utiliserait pas forcément d'habitude. Oui, c'est ouf. Oui, ça dépend dans quel contexte tu vois le film aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Mais du coup, pour en revenir pour rester sur la musique, c'est aussi intéressant la manière dont la musique vient contraster aussi avec la tristesse et les sujets sérieux et sombres qui sont abordés dans le film. La musique et le style et tout ça. Oui, ça va ensemble, effectivement. C'est un film qui est hyper articulé autour du souvenir, autour de la nostalgie, et du coup, cette musique-là fait aussi... fonctionne, quoi, du coup. Et ça montre encore plus une identité marquée du film. Ouais. On avait parlé du très bon jeu d'acteur de Royal Tenenbaum incarné par... Gene Hackman. Ouais, merci. En fait, le casting est très bon, quoi, globalement. De ouf. On a les frères Wilson, donc beaucoup d'entre vous connaissent Owen Wilson, mais Luke Wilson a tourné dans quelques films, pas énormément. Non, il a pas une filmographie... beaucoup Wes Anderson, ouais. Ouais, il a pas une filmographie aussi étendue que son frère, même si... Bon... Mais on connaît plus... C'est autant. Waouh. Non. Je suis choqué. 87 et lui 86. Bon, on ferme notre gueule. Mais attends, mais jure, il a des rôles genre hyper principaux et tout ? Peut-être pas forcément, mais au moins il joue, quoi. Non, mais ok. Bon, voilà, ok, on rectifie. Luke Wilson a joué dans 86 films et Owen Wilson dans 87. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, Owen Wilson est plus connu que Luke Wilson. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas en vrai qui joue. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, comme Max le disait, c'est le 3e film de Wes Anderson. Et les 2 frères ont aussi joué dans Bottle Rocket, qui est sorti juste avant. Ouais. Donc, ils ont joué tous les 2 aussi dans Bottle Rocket. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant d'avoir le duo dans un film qui est encore plus marqué Wes Anderson, tu vois. Genre avant, Bottle Rocket... il est moins marqué visuellement, je trouve. Et du coup... Oui, je vois ce que je veux dire. Tu vois, genre, je trouve ça hyper cool d'avoir emmené les deux dans un truc encore plus poussé. Et en plus, c'est hyper drôle parce que dans le film, ils s'incarnent des faux frères tous les deux parce qu'ils sont pas... Enfin, Owen Wilson est pas parmi les 3, et pas un Tenenbaum, mais un Tenenbaum par alliance quand même un peu. Et Luke, lui, est un vrai Tenenbaum, et du coup, c'est un peu intéressant d'avoir les deux dans une sorte de combat de frères. Je trouve ça sympa. C'est des vrais soutiens de Wes Anderson, en vrai.
Oui, bah c'est ça. Lui et Bill, enfin eux et Bill Murray quoi. Bah, et puis, pour l'anecdote, Owen Wilson, il a grave participé au scénario du film. Il est même co-scénariste euh, de ce film. Et il joue dans beaucoup d'autres. Il joue dans la vie aquatique. Et son rôle est incroyable. Mhm. Donc, franchement, je trouvais ça trop cool. Et puis même, bah, Gwyneth Paltrow est excellente. Gwyneth Paltrow, elle joue trop bien. On ne la voit pas souvent. C'est le seul film de Wes Anderson dans Ouais. lequel elle a joué. Mais je trouve que elle va très bien dans l'univers. Oui, c'est vrai. Et que je trouve ça super cool de la voir là dans ce film Ouais, en surtout son rôle principal. Ouais, son personnage, je l'ai grave taillé pour elle, je pense aussi. Ouais, ça marche vraiment bien, je trouve. On retrouve Bill Murray, qui est un peu un acteur classique dans les films de Wes Anderson, qui a pas un rôle principal, Non, mais mais qui il a est un là. bon rôle quand même. Enfin voilà, on retrouve, comme d'habitude, des acteurs qu'on retrouve régulièrement. Et c'est comme on disait pour les trucs des livres et des chapitres, c'est quand même très intéressant d'avoir des zones de confort un peu dans ce cinéma, tu vois. Ouais. Ben voilà. Est-ce que tu veux donner une petite note au film avant de passer à l'album ? Je mets 4,5 au film. Juste parce que je trouve que des fois il est trop brouillon, mais je suis quand même pas mal attaché à celui-là. Ouais. Bah, je suis d'accord. Globalement, si c'est du Wes Anderson, je mets 5. Mais si avec un peu de recul, en vrai, 4,5, tu Ok. vois. Bon, et ben je vais laisser Maxou nous parler de l'album auquel il a décidé de rattacher le film. On va parler aujourd'hui d'un album mythique et vraiment classique du rock indé, sorti en 1998. C'est In the Aeroplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel. Donc c'est un album sorti en 98, il fait 11 titres et il dure 40 minutes. C'est un album de rock indé, de folk, et aussi de lofi, on va en parler juste après. C'est un album de Neutral Milk Hotel, c'est un groupe américain comme il en existe plein à cette époque, mais un des membres de ce groupe, Jeff Magnum, il est beaucoup trop dépressif et marqué par cette période et a décidé d'écraser tous les sons, toutes les sonorités de cet album et va rendre un album qui est devenu classique dans ce rock indé-là. Donc comme je l'ai dit, c'est un album avec des sonorités vraiment écrasées. C'est pour ça que je parle d'un album Lo-Fi, donc Low Fidelity, qui est pas vraiment la vision du Lo-Fi qu'on a aujourd'hui avec la Lo-Fi Girl, etc. C'est vraiment des sons saccagés, de mauvaise qualité, qui a été rendu exprès comme ça en fait. Donc c'est un album assez particulier. Je sais pas ce que t'en as pensé, Elia. Moi, du coup, j'ai trouvé que c'était un album hyper intéressant, assez surprenant. Pour le coup, en fait, j'ai vraiment aimé, mais c'est un truc où je sais pas trop expliquer pourquoi, et c'est assez étrange. Mais j'ai quand même des trucs à dire. J'ai trouvé ça super cool, par exemple, qu'il y avait un mélange de plein d'instruments, des sonorités que j'avais pas forcément l'habitude d'entendre. Parce qu'il y avait beaucoup d'instruments, mais il y avait aussi beaucoup de bruitage, genre des grincements industriels. Oui, c'est vrai. Tu vois, enfin des petits trucs comme ça et tout, et je trouvais ça super cool. Ouais, puis c'est un album qui utilise des instruments assez atypiques en plus, et qui a une composition une composition assez complète et complexe. Oui. Genre t'as beaucoup d'instruments partout à la fois un peu et beaucoup de bruitage et tout ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez saturé et assez chargé comme sonorité. Ouais, et t'as de la cornemuse genre par exemple. Ouais, complètement. Et tu vois, c'est un truc que t'as pas forcément l'habitude de retrouver dans un... Enfin, c'est quand même facilement rattachable au rock, mais ça reste surprenant de la manière dont c'est utilisé et c'est bien utilisé. En fait, vous avez jamais entendu une cornemuse sonner comme ça, vu la sonorité de l'album en entier en fait. Mais même tous les instruments en vrai sonnent assez différemment dans cet album. Je vais reprendre un peu le même discours que j'avais dans le premier épisode pour Death Consciousness. C'est un album assez spécial qui sonne vraiment différemment des autres
et t'as un peu du mal à expliquer. Mais c'est ce que je dis, en fait, c'est tellement... Genre là, je viens de vous parler de cornemuse, et en vrai, c'est pas si inhabituel que ça, tu vois, mais... En fait, ouais, c'est ça, c'est hyper compliqué à expliquer pourquoi c'est hyper intéressant. Je sais pas, c'est hyper entraînant, le rythme. T'as une vibe un peu de pêcheur dans un port et tout. Je sais pas, moi je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas, j'imagine bien, ouais, une sorte de chant de pêcheurs un peu... tu sais, qui font la Ok. fête avec des bouteilles, Oui. j'en sais rien, tu vois, Mais parce que il y a un truc, enfin c'est très folk aussi comme Ouais, album c'est quand ça, même. je trouve que ça fait très matelot, tu vois, genre... Ouais. Enfin, voilà. Euh, Enfin, il y a beaucoup de musique qui s'emballe et tout. Enfin, tu vois, je trouve ça trop cool. Euh, Comment t'es plongé dans le truc. T'as vraiment un sentiment d'immersion aussi, genre. Et ouais, je trouve ça hyper agréable. Euh, Ça s'écoute tout seul, je trouve. Vraiment, ça passe vraiment trop Ouais. bien. Oui, bah, l'album est pas très long en vrai. Donc Oui, c'est cool. en plus. C'est cool. Ouais. C'est vrai que le format de l'album est cool. Ouais. Et au vu de la sonorité de l'album est très solide en plus. Ça, L'album est très solide en plus, ça va pas n'importe où comme sonorité. Ça reste vraiment dans ce que Jeff Magnum voulait faire, c'est-à-dire vraiment ce folk rock écrasé, vraiment, c'est vraiment le terme que j'ai envie d'employer pour ce truc-là. Et aussi un peu imprégné de la psyché des années 70 et tout ça, pas mal. Et en plus, ce qui est très passionnant avec cet album, c'est vraiment ce désespoir imprégné dans tout l'album, vraiment. Ouais. Faut savoir que Jeff Magnum, il a été inspiré de faire cet album par les journaux d'Anne Frank. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui était assez dépité par le désespoir de la nature humaine, etc. Ouais. Quand il chante, Jeff Magnum, tu sens vraiment toutes les failles de ce type. Bah oui. Des fois, on l'entend, il crie, il chante vraiment fort et t'entends des fausses notes et tout ça, mais c'est vraiment que c'est un homme au bord du craquage en vrai. Ouais, tu vois, c'est vrai. Ouais, ça fait un peu, tu sais, une spirale infernale où vraiment il est pris dans un truc. Et toi aussi, t'es pris dedans, tu ressens tellement de choses parce qu'il avait tellement une belle voix. Tu vois, genre, oui. Il peut faire des fausses notes, mais en vrai, ça passe tellement crème dans l'album complètement. que Elle genre, est vraiment travaillée. T'es pas en mode c'est un carnage que je suis en train de. Voilà quoi. Il a une voix hyper irritée qui marche bien, mais je trouve en même temps, quand tu t'y penches pas, je trouve que ça reste quand même assez léger. Genre, enfin, comment dire, la vibe reste quand même, peut quand même être un peu entraînant, oui. Pas solaire parce que c'est trop opposé, mais quand même un peu agréable, oui. tu vois. Oui. Et mais par contre, quand tu t'intéresses aux paroles et tout ça, bah du coup tu te dis waouh, mais qu'est-ce que, enfin tu sais, genre j'étais en train de m'ambiancer sur un mec qui avait envie de se suicider quoi. Ouais, genre, c'est complètement ça. Quand tu te replonges vraiment dans l'album, tu ressens un peu les instruments complètement déchiquetés et cette parole, enfin cette voix qui remplit des espoirs, etc. Mais quand même, tu peux danser dessus, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser aux Beach Boys, le groupe, tu vois. Et alors que c'est, enfin, pas trop le même délire finalement, tu vois. Et c'est ça, tu sais, c'est un peu, bah, encore une fois, je trouve que ça a une vibe de coming of age encore un peu. Et tu sais, ça va vraiment bien avec des vibes un peu nostalgiques et tout. Bah, c'est très nostalgique, mais en même temps, tu sais, il y a un peu un truc d'apprentissage, je trouve. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Genre un peu comme dans le coming of age où t'en ressors un peu. Tu sais, t'as appris des choses, tu vois. Et du coup, bah, tu sais, vu qu'il parle beaucoup de l'horreur humaine et tout ça, je trouve ça hyper enrichissant. Ouais. Et tu sais, tu t'enrichis par la nostalgie, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Et puis, ce contraste dont on parlait de musique assez entraînante, mais toujours avec le désespoir du mec, je trouve, enfin, ça faisait un peu un truc de robot cassé un peu, tu vois. Ouais. Genre, c'est enfin, t'as un robot complètement cassé, mais qui continue de chanter un peu quand même. Tu vois, une voiture qui parle ou je sais pas quoi, tu vois. Je trouve ça, il y avait un peu ce truc-là.
Ouais. de trucs complètement détruits, mais qui continuent de chanter quand même. Mhm. Parce que la musique, c'est ce qu'il faut, quoi. Bah, ça fit un peu là avec le côté industriel, tu vois. Oui, Justement de la machine qui a vécu et qui craque, tu vois. ouais. Et avec bah, les bruitages, les grincements industriels et tout ça Mhm. qui sont rajoutés dans l'album, je trouvais que ça permettait vraiment de créer un univers. Et puis finalement, même la cover, je la trouve hyper bien Elle est adaptée trop belle, ouais. à tout l'univers, tu vois. Je la trouve trop belle. Bah, si tu veux la décrire un peu. C'est une dame qui a une tête de tambour et sur avec un océan derrière lui et un paquebot et tout ça. C'est une vibe, on dirait un peu une vieille carte postale des années 70 Ouais, en c'est fait. ça. Ouais, ça marche trop bien. Ça fait, encore une fois, ça fait matelot parce que tu vois, le petit, là, il a des rayures, enfin, il a un haut avec des Oui. rayures et tout. Enfin, je trouve que ça marche vraiment bien et avoir la mer en fond, je trouve ça Ouais, c'est vrai. hyper C'est vrai. caractéristique. Mais c'est une cover grave, grave iconique Mhm. du requin D. Et aussi, bah, elle est toute sale, il y a du grain et tout ça. Donc ça rejoint vraiment cette sonorité Lofi Ouais. qui a vraiment été là pour saboter un peu les morceaux, tu vois. Mhm. Pour promouvoir leur album, ils ont fait une tournée où vraiment ils saccageaient les morceaux et tout ça. Apparemment, j'ai pas vu d'image, mais vraiment ça avait l'air complètement fou. Incroyable. Donc tu peux vraiment être fasciné Ouais, par tout ce qui tourne autour de cet album. Que ce soit la cover, la voix, les vraiment. textes, les sonorités. Bah, et puis, les thèmes abordés sont aussi fascinants. Enfin, il parle beaucoup de fanatisme religieux, Oui. de guerre, etc. Et moi, je trouve que c'est des thèmes qui suscitent beaucoup de curiosité. Moi, je sais que le fanatisme religieux, ça Mhm. m'intéresse vraiment beaucoup et tout. Et du coup, tu sais, c'est vraiment, ça rejoint un peu tout, tu vois, où Ouais. ça crée une sorte d'énigme autour de, pas d'énigme, mais autour, un peu de mystère autour de l'album et tout ça, où t'as vraiment envie de t'y plonger pour comprendre les paroles, comprendre les thèmes abordés, comprendre pourquoi le mec il chante comme ça. Enfin voilà, je trouve ça encore une fois, hyper intéressant et qui permet vraiment à l'album de durer dans le temps De ouf. et enfin, qu'on en parle toujours aujourd'hui, quoi. De ouf. Et il faut savoir que ce groupe-là, il a vraiment été détruit après Mhm. la fascination de cet album-là. En fait, Jeff McDomm, qui était vraiment au cœur du projet, ça arrive souvent que quand dans un groupe de rock, que ce soit vraiment un mec au final au cœur de ce truc-là. Notamment chez My Bloody Valentine, c'est un mec. Enfin bon, bref. Et après la fascination de cet album, en fait, le mec est parti du groupe tellement c'était intense pour lui ce truc-là. Et ça prouve vraiment tout ce qui se passe autour de cet album un peu, tu vois. Bah, en général, quand des gens aussi brillants mettent leur trip dans un projet, Oui, bah tu là, vois, ça, ouais, ça, c'est ça clair. donne quelque chose de pas mal quand même, C'est tu vois, clair. genre. Et ouais, non, je trouvais ça hyper agréable. Et en fait, quand tu finis d'écouter l'album, bah t'es satisfait, mais en même temps, t'en veux encore parce que la première fois, t'as pas tout compris, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est aussi, je pense, fait que l'album fonctionne Ouais, c'est une bien. œuvre complexe et tout aussi. Ouais, Hein. c'est ça. Mhm. Je suis d'accord. Mais moi, je trouve, enfin, pour émettre un peu des réserves, ce que j'ai un peu sur l'album, je trouve quand même que plus je l'écoute, plus je me lasse un peu de tout ça. Ok. Je trouve que c'est quelque chose de difficilement écoutable en vrai. Euh, je peux le réécouter l'album en entier et tout ça quelques fois, mais Mhm. je pense que je suis pas aussi fasciné que peuvent être d'autres personnes Ouais. par rapport à cet album, Bah tu après, vois. c'est peut-être juste que c'est pas... Oui, ça te touche pas Ouais, personnellement et que du coup, ouais. t'as pas une attache un peu. Mais moi, je l'ai écouté 2-3 fois pour l'épisode. Et, euh, et c'est vrai que j'en avais... Enfin, au bout d'un moment, t'en as assez. Et puis j'ai fait mes recherches et tout ça. J'ai eu Mhm. un peu les réponses à mes questions. Et après, c'est bon, tu vois. En fait, j'ai été vraiment surpris par cet album et par tout ce qui tourne autour. Mhm. Mais ensuite, je pense que ça m'a pas touché au point d'être vraiment un album marquant pour moi, tu vois. Je comprends, Voilà. ouais. Ok. Donc si pour donner une note, je mettrais peut-être 4 ou 3,5, 4, tu vois, sur Mais 5. en fait, à chaque fois, vu que c'est toi qui dis les Les notes notes en en premier? premier, du coup, à chaque fois, vous allez croire que je le copie, mais en fait, juste, je pense vraiment la même chose, j'allais dire 4. Ok. Mais ouais, bah, pour en passer un peu au point commun entre les deux œuvres, quand même, Mhm. vu que c'est un peu le but de notre podcast aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations aussi, quand même.
À Oui, c'est l'image vrai. de Tenenbaum où tu disais que tu saturais un peu par les éléments qu'on t'apportait Ouais. et tout ça. Même si là, ça reste quand même équilibré parce que tu passes de chanson en chanson, bah, je trouve qu'au bout d'un moment, tu vois, Oui, de ouf, t'as de un ouf, de peu ouf, de ouf. saturé. Bien sûr. Bah, pour un peu donner une phrase un peu générale sur les points communs, je trouve que c'est 2 œuvres qui sont matures, complexes et intenses C'est vrai. par rapport à leur auteur, tu vois. Ouais, mais qui ont quand même non, une forme légère. C'est ça, en fait, oui, c'est ça. Il y a un vrai désespoir dans les 2 œuvres Ouais. qui sont enveloppées dans un espèce de folk, Ouais. voilà. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je trouve que du coup, les 2 œuvres sont un peu difficiles à qualifier parce que tu vois, on a quand Ouais. même mis beaucoup de temps à dire quelles étaient les caractéristiques du film. Mhm. Et là, pareil, on vous dit, c'est un peu compliqué de définir l'album, tu vois. Ouais, de ouf. Et c'est pas parce qu'on est nul, hein, c'est vraiment compliqué. Mais parce que c'est 2 projets qui se conforment pas à des genres, tu vois, là où tu disais justement, ça prend un peu de lofi, ça prend un peu d'indé, Bah non, enfin, tu mais vois. puis surtout, c'est un des premiers albums en vrai, enfin, j'abuse, mais voilà, qui utilise vraiment le lofi et Mhm. vraiment qui sabote ses sonorités comme ça. Ça a un peu, avec cet album, on a un peu revu les frontières de ce qui pouvait sonner en tant que rock et tout Ouais, ça, tu vois. c'est vrai. Bah ouais, et puis justement, ils jouent avec les conventions des genres qu'ils utilisent. Ils vont jusqu'aux limites un peu Ouais, c'est ça. Oui, des complètement. cadres. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et, et ouais, je trouve ça, je trouve ça super cool la manière dont justement t'as l'impression que c'est un truc léger, mais en fait tu ressors quand même un peu marqué parce que bah, on t'a fait quand même comprendre des trucs un peu lourds, quoi. Ouais. Bah, en autre point commun, moi j'avais aussi la période que ça veut raconter. Enfin, tu vois, la période dans laquelle on pourrait l'inscrire, même si ça vient pas de cette période, parce qu'on a beaucoup parlé des années 70 finalement Oui, pour les complètement. deux. Bah, les deux datent de la même période finalement, Donc il y de a ce même, 98 et 2001. c'est vrai. Donc il y a cette même nostalgie des années Ouais, 70 dedans. ouais. Et c'est vrai qu'en vrai, j'ai choisi, quand j'ai regardé le film, ça m'a un peu fait penser à cet album, parce que je trouvais que ça pouvait aussi être la BO officielle du film en vrai. Ah ouais, De ouf. c'est vrai. Ouais, ouais, et puis même, bah, les thèmes abordés restent quand même similaires parce C'est que ça. justement, c'est autour du souvenir, autour d'événements passés, Mhm. ça parle d'amour, enfin, tu vois, ça reste quand même des œuvres relativement Et puis similaires. quand on parlait de la scène, la grosse scène de désespoir du film, Mhm. avec cette musique de rock, Ouais, je sais plus laquelle, mais voilà, on aurait pu clairement avoir un morceau de Notre Ami Orchestra en vrai, un avec accordéon. vraiment un accordéon complètement arraché et Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ça Ouais, aurait pu c'est grave vrai. marcher. Et puis, il y a aussi une sorte de contraste dans les deux entre euh, le, le fantastique et la réalité, tu vois, où c'est deux projets qui semblent un peu fantastiques enfin, pas fantastiques, mais tu sais, très romancés, très, comme on disait, avec le New York un peu réinventé dans Mhm. les Tenenbaum. Bah là, l'album, je trouve qu'aussi, il a un peu un côté romancé, forcément, mais qui parle beaucoup de choses réelles, mais maquillé un Oui, peu oui, ok, je vois. par une enveloppe Ouais. fantastique, tu vois. May I have a cigarette? What? Shall I repeat the question? You don't smoke. I know that. And white. Au revoir. Alors, vu qu'on a kiffé la dernière fois faire le Letterboxd game, là j'ai décidé de faire la même chose pour Maxou avec des albums qu'on connaît tous les deux. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode, en fait, je vais donner des avis négatifs sur un projet qu'on a aimé à Maxou, et il va devoir deviner via ses avis quel album c'est. Exactement. Ok. Bon, là je vais traduire parce que tous sont écrits en En anglais? Ok.
Alors, le premier, c'est musique pour femme blanche. Je suis une femme blanche, by the way. Ok. Ok. Le deuxième... Ah, tu veux faire un essai ou pas? Musique pour femme blanche. C'est genre Clairo. Non. Ok. Ok. Il a sûrement beaucoup de talent, mais c'est pas très bon, ça. Ok. Alors, c'est un mec, alors ça veut dire ok. Ouais. Attends, donc c'est Frank Ocean? Non. Non? Ok. Ok. Si j'entends encore cette merde sur toutes les plateformes à chaque fois que je me réveille, je m'arrache mon doigt de pied. Donc là, ça te donne un peu un indice de c'est un truc qu'on entend quand même beaucoup sur les plateformes. Ok. Mec un peu viral, genre. Attends, donc un mec anglophone pour les femmes blanches. En vrai, bof, hein, mais du coup, Ah ouais? Bah ouais, du coup, c'était... Je sais pas. Je vais te dire Kate Renada. T'étais pas si loin avec Frank Ocean, c'est un peu dans ce domaine-là. Ok. Est-ce que c'est genre Tyler, the Creator? Non? Non? Est-ce que c'est genre Kendrick Lamar? C'était Steve Lacy, Gemini Rights. Ah putain! C'était pas loin. Ah mais oui, mec viral, Steve Mais Lacy. oui, c'est pour ça. Putain. Ah, je suis pas très bon à ce jeu en fait. Bah, c'est dur en vrai. Ouais, c'est hein. dur à faire. Ok, Ah ouais, c'est drôle. Gemini Wright en plus. ouais. Ok. Bah après, je comprends la saturation. Je peux comprendre la Ah non, situation. mais oui. En plus, c'est pas pour les femmes blanches. Pardon. Mais c'est pour ça, j'étais en mode bon. Ok, si très tu rigolo. veux. Et donc pour passer avec le Club Culture, la dernière séquence de l'émission, où on parle de choses qu'on a écoutées / regardées ces derniers temps. Moi, en album, je vais vous parler d'un album de FX Twin qui s'appelle, je n'ai aucune idée comment je le prononce, qui s'appelle Drux. Voilà. C'est un album de 30 titres qui dure 1h40, c'est immense. C'est immense. Sorti en 2001. Donc pour le contexte, FX Twin, c'est un compositeur électro très polyvalent et vraiment un pilier de la scène électro. C'est un taulier de la scène ambiante. Il fait surtout des musiques comme ça, de la musique ambiante, de la musique EDM. C'est un musicien qui aime bien faire des trucs vraiment imprévisibles et pas trop compris par le grand public. C'est un musicien assez niche en vrai. Donc c'est 30 morceaux qui sont faits au piano, dans des styles un peu aléatoires en vrai, enfin complètement rien à voir avec l'autre. Il y a deux styles vraiment présents. Il y en a un où c'est vraiment de l'EDM / IDM / drum and bass, où c'est vraiment des bombes électroniques surchargées de percussions, de trucs, etc. C'est vraiment, mais les morceaux sont surchargés, c'est très rapide, les percussions sont hyper rapides, le rythme est vraiment... c'est complètement fou, c'est complètement... ouais, c'est une bombe électronique, c'est vraiment le terme que j'emploierais. Et de l'autre côté, t'as des morceaux faits au piano, vraiment piano classique, et c'est des morceaux, enfin c'est le piano le plus bouleversant que j'ai jamais écouté de ma vie. C'est hyper touchant comme sonorité, donc il y a vraiment un contraste complètement fou. C'est un mec complètement fou. Il y a l'album, il y a le morceau April 14th qui est vraiment magnifique. Il y a des morceaux qu'on entend des fois sur TikTok en son ambiante un peu qu'on met par-dessus. Vous avez sûrement déjà écouté. Donc voilà, c'est un album vraiment particulier qui m'a énormément surpris, mais que j'ai énormément aimé. Eh bah super. Moi, j'ai rien en musique cette semaine, du coup, je vais direct passer au film. Et donc, je vais parler de How to Have Sex de Molly Manning Walker, qui est sorti en 2023, mais qui est officiellement pas sorti en salle, qui sort qu'en novembre Oui. dans les salles. Mais du coup, pour vous expliquer, en fait, c'est parce qu'il était présenté à Cannes, et ce film a gagné le prix Un certain regard qu'a gagné Aftersun l'année dernière. Ouais. Et qui est pour expliquer, le prix Un certain regard, c'est une sélection sur le côté qui est fait uniquement par par des réalisateurs dont c'est le premier film. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Merci de le rappeler. Et ils ont gagné... Enfin, ce film a aussi gagné la Palme Queer. C'est un film britannique distribué par Mubi, hein, si ça peut aider certains un peu situés. Je sais pas, les films Mubi, en général, on aime bien. Et l'actrice principale, c'est Mia McKenna Bruce, qui est pas très connue, mais qui est excellente dans le film, je trouve.
Donc pour faire un court résumé, on suit Tara, une jeune ado britannique qui part accompagnée de 2 de ses copines à Malia, une petite ville en Crète, connue pour la fête et la débauche. Et en fait, Tara, sous la pression du groupe et vu qu'elle veut paraître plus vieille que son âge, elle se met dans des situations plutôt compliquées et elle se retrouve à faire des choses qu'elle veut pas forcément faire. Donc voilà. C'est un film qui a pas forcément de plot twist de ouf, de trucs hyper... tu sais, on n'a pas un scénario hyper bam bam bam, quoi. Hyper explicite et tout. Ouais, mais en fait, c'est très bien filmé. Les personnages sont très bons et le propos du film est très très bon aussi. Je pense que on tourne à l'heure actuelle en été cet épisode et je pense que c'est un film qui est hyper important à voir surtout pour l'été parce que voilà, justement l'été c'est un peu le moment de la fête, le moment où on boit, où on se laisse aller parce que on a travaillé toute l'année, on a étudié toute l'année et ça nous fait faire parfois des choses ou nous mettre dans des situations qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un film excellent. Vraiment, j'ai hyper aimé. Il y avait un bon climat d'oppression qui était bien installé. Mais en même temps, des fois, tu rigolais beaucoup parce que les personnages sont super drôles. Un humour un peu british, vraiment excellent. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé ce film. Pour un peu de contexte, on l'a vu parce que il a été projeté. Il a été projeté dans une séance assez exceptionnelle. Il y avait en présence de la réalisatrice qui nous disait que c'était la 3e fois qu'elle projetait son film dans une salle. Donc c'était vraiment... on était déjà dans un climat assez positif en plus. Et c'est vraiment... Juste pour faire vite fait, il y a une vraie comparaison qu'on peut faire avec Aftersun en vrai. Déjà, il est distribué par Mubi et par Condor, qui sont les mêmes distributeurs que Aftersun. Mais en plus, on a vraiment ce climat de... tu vois une fille qui profite de ses vacances, mais finalement, en deuxième lecture, t'as vraiment quelque chose de très dépressif, etc., et très oppressant, qui est vraiment la même chose que dans Aftersun, même si les propos ne sont pas les mêmes. On voit quand même des gens en vacances qui en profitent, mais qui ressort au final des anxiétés, des traumas, etc. Et c'est un peu le même thème que le film dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, qui s'appelle Le Rayon Vert. C'est un film sorti en 1986 par Éric Rohmer, un réalisateur français. C'est un film d'1h38 qui parle d'une secrétaire à Paris qui s'apprête à faire face aussi à ses angoisses et à son anxiété. Non. C'est un film qui parle d'une secrétaire à Paris qui s'apprête à faire face à son anxiété et à sa solitude pendant ses vacances d'été, parce qu'elle a été lâchée par sa copine en gros avant de partir dans ses vacances d'été. C'est un film très beau, très calme et très vaste, qui profite vraiment de tous les paysages, etc. En gros, c'est un peu le road trip de cette madame qui s'appelle Delphine, je crois. J'oublie tout le temps, oui. De cette madame qui s'appelle Delphine. Donc on la voit aller un peu partout, on la voit aller en Normandie, on la voit aller en montagne. Et c'est vraiment un film très beau et très naturel. Et j'avais vraiment ce sentiment-là de voir un film limite un cinéma vérité un peu, ou un cinéma documentaire, où on avait l'impression que c'était une vraie femme et qu'on s'introduisait vraiment dans sa vie. Et j'avais vraiment cette impression-là. Et après, quand je me suis informé sur le film, je me suis rendu compte que Éric Rohmer, il a fait ce film complètement en improvisation. Il n'y avait pas vraiment de scénario. Enfin, surtout dans les dialogues. Et donc, l'actrice qui joue Delphine, Marie Rivière, elle a été nommée dans les scénaristes du film parce qu'elle pouvait driver, en fait, n'importe quoi. Et c'est vraiment ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle pouvait aller un peu où elle voulait et ça convenait à tout le monde. Donc, on dirait vraiment que c'est une vraie femme qui a un peu toutes ces petits trucs. C'est une végétarienne, elle aime bien se balader. Des fois, elle pleure, on sait pas trop pourquoi. Donc, vraiment, il y a tout ça. Tu t'attaches vraiment à cette femme-là. Et oui, et puis c'est vraiment un film très attachant et très beau qui a un final très poétique et vraiment magnifique. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît quand les finales des films sont très beaux et arrivent à construire une vraie image. Donc je conseille vraiment de regarder ce film par un réalisateur qui est très cool en plus, Éric Rohmer. Donc voilà. Et super. On arrive à la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous fait trop plaisir là d'enregistrer ensemble. En plus, franchement, je trouve ça trop cool. On se retrouve très vite. On a plein d'autres épisodes en préparation.
Et puis on fait des gros bisous. Bisous les gars. Bisous. You're still here? It's over. Go home. Go.